Novembre 1953 à New York, une découverte macabre marque le début d'une des histoires les plus sombres de l'histoire américaine. Le corps sans vie de Frank Olson, un simple chimiste, est retrouvé au milieu d'une nuit glacée après une chute de 13 étages depuis sa chambre dans l'hôtel Statler. L'affaire est rapidement classée comme suicide par la police, mais sa famille en doute sans imaginer que Frank a été victime d'un programme expérimental de contrôle psychologique mené en secret par la CIA, un programme qu'il avait intégré sans même le savoir, le tristement célèbre projet MKUltra. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez comment ce programme a manipulé l'esprit de milliers de personnes innocentes et comment la CIA a tenté de créer des assassins programmés capables d'éliminer les ennemis de l'Amérique. Le contexte historique est essentiel pour comprendre cette histoire. Nous sommes aux États-Unis au début des années 50, l'économie d'après-guerre tourne à plein régime, portée par l'industrie et l'innovation. À la radio, on entend chanter Elvis pour la première fois, le chômage est au plus bas, et le travailleur moyen gagne l'équivalent de 45 000 $ actuels par an. Le mode de vie en vogue est celui des petites banlieues pavillonnaires aux maisons bien alignées. Les premiers fast-food et drive-in voient le jour, et faire le plein de sa Chevrolet Bel Air coûte alors moins de 5 $. Les foyers se remplissent d'électroménagers, et sur les premiers écrans domestiques à tube cathodique, les plus jeunes suivent les aventures de leurs justiciers préférés comme Superman, Batman et Flash Gordon. Nous sommes en plein baby-boom, et les loisirs s'implantent au cœur de la classe moyenne avec le cinéma et les vacances immortalisées par les nouvelles caméras Kodak. On peut dire que cette économie de consommation bat son plein. C'est les années 50 et le soleil brille sur le territoire américain, mais au-delà des frontières, le pays est entré dans un conflit de l'ombre avec l'URSS et ses pays satellites. C'est dans ce contexte que la CIA est créée, d'abord pensée pour organiser l'espionnage et la surveillance du bloc soviétique. Assez rapidement, ces agents s'impliquent davantage dans des opérations de renversement de régimes jugés pro-communistes. Sur la scène publique, les deux blocs s'affrontent dans une course effrénée à l'espace, mais en coulisses, la course à la technologie va bien plus loin. Les troupes américaines positionnées en Corée connaissent des désertions et, pire encore, des confessions publiques sortent au grand jour où des soldats critiquent ouvertement les choix américains en termes de politique étrangère. Pour le gouvernement américain, cela ne fait aucun doute, ces soldats sont victimes d'une technologie de manipulation mentale les poussant à discréditer leur patrie, et si les ennemis ont cette arme, les Américains la veulent aussi. À peu près au même moment, une drogue commence à émerger dans la recherche et les milieux universitaires, c'est le LSD, un hallucinogène qu'on verra plus tard dans les mouvements New Age et hippie. Si vous aimez ce contenu sur les histoires méconnues qui ont façonné notre monde, n'hésitez pas à vous abonner maintenant et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à produire ces enquêtes approfondies. Le LSD est découvert dans les années 30 par Albert Hofmann, un chimiste suisse qui, en étudiant l'ergot, un champignon présent dans le seigle, cherchait un traitement stimulant la circulation sanguine et traitant les troubles psychiatriques. Un jour, notre ami suisse s'injecte une petite quantité de LSD et, se sentant euphorique, décide de réitérer l'expérience avec 250 microgrammes, soit une dose bien plus conséquente. Ce jour-là, il est à vélo dans les rues de la petite ville suisse de Bâle quand les effets le frappent. Le scientifique se trouve soudainement plongé dans le meilleur trip de sa vie, décrivant une expérience psychédélique unique avec des visions colorées et une modification de la perception du temps et de l'espace. Il marquera ce jour d'une pierre blanche en l'appelant le « Bicycle Day ». Les effets du LSD viennent de la molécule qui, en plus d'agir sur le système nerveux central, imite un neurotransmetteur clé pour l'humeur et la perception, la sérotonine. D'habitude, les neurotransmetteurs sont libérés par les neurones pour transmettre des signaux entre différentes zones du cerveau, mais le LSD se fixe aux récepteurs, modifiant leur fonctionnement et restant attaché plus longtemps, ce qui prolonge et amplifie la stimulation des neurones. La communauté scientifique se rend compte assez rapidement qu'à petite dose, la substance a des effets plutôt prometteurs sur les personnes schizophrènes ou alcooliques. Il sera dévoilé plus tard que la CIA s'en procurait des quantités astronomiques. Sur la simple période de 1953 à 1955, on parle de 100 millions de doses achetées au laboratoire suisse qui commercialise la substance uniquement pour la recherche sous le nom de Délyside. La raison invoquée par le gouvernement pour ces achats massifs aurait été de capturer toute la production pour empêcher les autres pays de faire leurs propres recherches, toujours dans un souci de course à l'armement, mais ils ont trouvé des moyens plutôt inventifs d'utiliser leur stock. C'est ainsi que les premiers témoignages de traitements hallucinatoires émergent. Parmi les gens qui tirent la sonnette d'alarme, il y a des familles endeuillées comme celle de Frank Olson dont on parlait en introduction. Frank Olson était un chercheur civil en biochimie travaillant à Fort Detrick, un laboratoire biologique de l'armée américaine, son domaine d'expertise étant plus précisément les potentielles armes aérosols à usage militaire. Juste avant sa mort, il exprime des remords quant à son champ de recherche et ses utilisations mortifères. Malgré tout, sa famille a du mal à croire à la thèse du suicide, en particulier Eric, son fils, qui se souvient l'avoir vu présenter des signes de paranoïa et un changement radical de comportement peu avant sa mort.
Frank lui expliquait alors avoir fait des erreurs dans son travail et qu'il savait des choses qu'il ne devrait pas savoir, mais c'est dans les années 70 que tout éclate au grand jour grâce à plusieurs enquêtes journalistiques. D'abord en 1971, des documents classés secrets d'État appelés les Pentagon Papers sont révélés au grand public. L'affaire éclate lorsque Daniel Ellsberg, économiste et activiste pacifique engagé contre la guerre du Vietnam, divulgue un rapport secret révélant que le gouvernement américain a menti sur cette guerre. Suite à ces révélations, le président Nixon monte une unité secrète appelée les plombiers de la Maison-Blanche, chargée d'éviter les fuites de documents sensibles, mais ce groupe est arrêté par la police dans les locaux du Parti démocrate où il posait des micros pour les espionner. Le lien avec la Maison-Blanche est découvert par des journalistes, et Nixon, fraîchement réélu, annonce sa démission dans la foulée. Pour la première et unique fois de leur histoire, les États-Unis voient un président quitter son poste avant la fin de son mandat. Les yeux de l'Amérique sont alors rivés sur la CIA. En décembre 1974, le New York Times publie un article sur les pratiques d'espionnage du gouvernement américain. Les faits sont accablants et poussent le Congrès à ouvrir une enquête sur les abus des agences de renseignement américaines. On estime que 20 000 personnes non consentantes, parce que non averties, ont été touchées par le programme MK-Ultra en tant que cobayes pour des expériences en tout genre. La CIA finançait de manière déguisée des scientifiques, généralement de grands docteurs ou professeurs, et tous leurs services et entourages se retrouvaient alors corrompus en travaillant avec eux, souvent sans même le savoir. Derrière ce programme lugubre se trouve un personnage tout aussi inquiétant, Sidney Gottlieb, né dans le Bronx en 1918, il était bègue et avait un pied beau, ce qui n'a pas dû lui faire vivre une enfance facile. Il surmonte son bégaiement au début de la vingtaine grâce à des cours de théâtre à la fac et obtient un master en thérapie du langage, puis un doctorat en biochimie. Il travaille ensuite pour le département de l'agriculture américaine puis pour la Food and Drug Administration. À la FDA, il développe une technologie permettant de mesurer la présence de drogue dans le corps humain, ce qui lui donne une certaine notoriété dans le milieu. Il est repéré par la CIA qu'il rejoint en 1951 à l'âge de 33 ans pour travailler sur les projets qu'on considère aujourd'hui comme étant les prémices de MK-Ultra, les projets Bluebird et Artichoke. Déjà à l'époque, les recherches sont centrées sur le contrôle de l'esprit par tous les moyens. Dans les documents déclassifiés, on trouve par exemple des expériences de lavage de cerveau ayant pour but de pousser quelqu'un à commettre un assassinat. La CIA décide d'élargir les recherches sur ces sujets en mettant Gottlieb à la tête du nouveau projet MK-Ultra. À l'époque, ses équipes le surnomment le chaman noir. L'ancien spécialiste des poisons est devenu en quelques années le décisionnaire et instigateur de sombres expérimentations sur le contrôle de l'esprit. C'est lui qui fait racheter toute l'offre de LSD pour ses recherches et qui importe la substance aux États-Unis. Il délègue ses expériences à de nombreux scientifiques, docteurs et chercheurs en finançant des programmes de diverses manières détournées via des fonds médicaux et des fondations écrans pour éviter d'éveiller les soupçons. L'un des programmes les plus documentés est celui de l'Institut Allan Memorial de l'Université McGill, situé à Montréal et souvent simplement appelé l'Allan, un manoir grisâtre et asymétrique de plusieurs étages qui ressemble étrangement au manoir hanté du jeu vidéo Mario 64. Cet institut est sous la charge du Dr Cameron, un scientifique américain ayant été repéré par Gottlieb. Ses anciens employés et patients rapportent que le Dr Cameron est admiré, craint et respecté malgré son mauvais caractère et ses coups de colère. Il est glaçant et on n'ose jamais s'opposer à lui. Cameron a été l'un des psychiatres invités à évaluer les accusés nazis lors des procès de Nuremberg, où le code de Nuremberg pour l'éthique de la recherche en expérimentation humaine a été en partie établi. Malgré tout, lui aussi est fasciné par les drogues et les théories qu'il explore veulent que le cerveau humain soit reprogrammable. Pour ses recherches, quoi de mieux que d'utiliser ses propres patients sans les prévenir? Sa recette secrète, nommée le protocole McGill, pour le nom de l'université, consiste en un mélange de techniques qui font froid dans le dos. D'abord il y a les électrochocs.